Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous allons rapidement reprendre la suite donc de la thématique de cet après-midi sur l'environnement et le développement de l'enfant. Donc, nous allons avoir 5 interventions pour cette fin d'après-midi. Moi, je suis le docteur Marine Butin. Je travaille en réanimation néonatale à l'hôpital Mère-Enfant. On est avec le docteur Prudon qui vient de modérer la précédente session. Et je vais passer la parole à ma co-modératrice, Sylvie Guillemette, qui va se présenter et ensuite nous écouterons les interventions. Bonjour à tous, je me présente, je suis Sylvie Guillemette, je suis infirmière en réa néonate depuis 21 ans. J'occupe actuellement le poste de tutrice de formation dans mon service à l'HFME à Lyon, à Bron. Première présentation donc sur la thématique connaissance et pratiques du personnel médical et paramédical dans la gestion de la douleur liée aux soins du nouveau-né. Donc, on peut lancer la première intervention. Oui, bonjour. J'essaie de mettre ma présentation, mais là, j'ai un petit peu de mal. Je ne sais pas comment je vais faire, là. Est-ce que vous voyez chez vous? Oui, alors, nous on oui, voit. tout à fait. Très bien. Alors voilà, je me présente, je suis le docteur Paul-Henri Torbet, je suis pédiatre à l'Hôtel Dieu de France et je vais vous présenter un travail, un travail qui a été effectué par une interne en médecine sur la douleur des nouveau-nés, des soins des nouveau-nés et la perception des soignants, infirmiers ou résidents à propos de la douleur des soins des nouveau-nés. J'ai eu le plaisir et la charge de superviser cette thèse qui m'a semblé très intéressante et que je vais vous partager. Voilà, alors, ça va commencer. Attendez, là, j'ai un petit problème, un petit souci pour passer d'une diapo à l'autre. Est-ce que ça passe chez vous ou pas? Alors, non. Non, pas pour l'instant. Pardon, excusez-moi. Voilà. C'est bon là? Parfait, oui. Très Merci. bien. Voilà. Alors, la douleur des nouveau-nés, je vais parler un peu de généralité au début. En fait, c'est quelque chose qui est connu depuis quelques décennies déjà, qui a été mis en exergue, en évidence par Monsieur Anand, décrit dans le détail chez le nouveau-né et même chez le fœtus, reconnu chez le fœtus et chez le nouveau-né à partir des années 80. Et c'est là qu'on a mis l'accent sur le fait que les nouveau-nés ressentent la douleur. Non seulement ils la ressentent, mais ils sont en plus sensibles que les autres tranches d'âge d'enfants à la douleur, vu l'immaturité de leur système nerveux, ce qui pourrait être un peu paradoxal. On pourrait penser que le système nerveux étant immature, le nouveau-né sentirait moins. En fait, il sent plus. Pourquoi s'intéresser à la douleur? Bien sûr, parce que la douleur, c'est un phénomène désagréable qu'il faut gérer, mais aussi parce qu'elle a des effets délétères, elle a des répercussions sur le comportement du nouveau-né et plus tard de l'enfant, et même sur son développement neurologique. Il est nécessaire et il est même indispensable de contrôler comme il faut et d'une façon rigoureuse la douleur du nouveau-né, et c'est un enjeu éthique majeur pour l'équipe soignante, médecins, infirmiers, etc. On constate malheureusement que cet objectif du bon contrôle de la douleur est loin d'être atteint au quotidien dans la pratique courante. On a toujours, tout le temps, partout, des nouveau-nés qui continuent à avoir mal pour diverses raisons. Les nouveau-nés ne savent pas exprimer verbalement leur douleur, ils l'expriment autrement, et on va voir comment. Et c'est de cette incapacité de s'exprimer verbalement que vient une des difficultés importantes à la prise en charge correcte et à l'identification de la douleur. Donc, quand on ne s'exprime pas, on peut ne pas se faire comprendre. Il y a aussi et surtout un manque important dans les connaissances des soignants et beaucoup de carences dans les pratiques du personnel soignant dans la gestion de la douleur du nouveau-né. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation et on verra pourquoi.
Alors, un schéma rapide pour vous rappeler un petit peu le cheminement de la douleur. À droite, en bas, vous avez donc les fibres sensitives qui viennent d'une zone de la peau ou du corps de l'enfant. Ces fibres sensitives vont acheminer le stimulus douloureux jusqu'au niveau de la moelle épinière. De là, le signal douloureux va monter jusqu'au cerveau, jusqu'au thalamus principalement. Là, il va être perçu par le cerveau et il va y avoir donc une voie descendante de la douleur qui va faire qu'il va y avoir des réactions à cette douleur. Et au niveau de cette voie descendante, il y a des voies modulatrices de la douleur, donc des circuits qui font que la douleur est atténuée ou qu'elle est accentuée. Donc ça vaut chez tous les individus, même chez le nouveau-né et même aussi chez le prématuré. Donc on va retenir un petit peu ce schéma rapidement et surtout les voies modulatrices pour comprendre comment on peut agir sur la douleur, l'atténuer en agissant sur ces voies. Donc les douleurs du nouveau-né, surtout quand elles se prolongent, elles affectent ces voies de signalisation et d'interprétation chez le nouveau-né lui-même pendant sa période néonatale, mais aussi pendant son enfance et même plus tard. Donc cette répercussion se poursuit avec le temps, avec l'âge. Il y a des effets à court terme de la douleur de l'enfant. On les observe chez les enfants, chez les nouveau-nés, par la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, ces nouveau-nés qui ont mal vont avoir des accès de tachycardie ou de bradycardie. Ils vont baisser leur saturation transcutanée en oxygène. Leur pression intracrânienne, si on la mesure, elle va être augmentée, donc signe de souffrance. Et il va y avoir une dérégulation hormonale, une augmentation de sécrétion d'hormones de stress, la cortisone, l'aldostérone, l'hormone de croissance, les catécholamines, le glucagon, etc. Donc, des effets physiologiques directs de la douleur. Il va y avoir aussi des conséquences et des effets cliniques sur le comportement de l'enfant. Le nouveau-né qui a mal va avoir moins tendance à pouvoir s'alimenter correctement. Il aura un retard à la cicatrisation de ses plaies. Il aura des troubles du sommeil. Il aura des troubles de la motricité. Il sera irritable. Il aura même un problème de dysfonctionnement immunitaire et son risque d'infection va augmenter. Donc, ce sont des notions qu'il faut connaître et ça, c'est à court et moyen terme. Il y a aussi des effets à long terme. Les perturbations du développement des voies nociceptives vont persister à terme plus long chez l'enfant, chez l'adolescent et même chez l'adulte. Ces nouveau-nés vont avoir des troubles du comportement quand ils sont soumis à des douleurs chroniques ou prolongées ou répétitives, vont avoir des troubles du comportement, des troubles moteurs durables. Il va y avoir une altération des fonctions sensorielles avec une diminution du seuil de douleur et une sensibilité marquée à la stimulation thermique ou tactile. Un nouveau-né qui a eu mal de manière répétée ou chronique aura mal même s'il est touché sans qu'il y ait une source de douleur perçue en tant que telle. Donc tout ça est important. Les circuits de modulation vont être modifiés quand l'enfant est soumis un nouveau-né est soumis à une douleur chronique ou répétée. Il va avoir une hyperalgie, une allodynie. Allodynie, c'est-à-dire qu'il va ressentir une douleur là où il n'y en a pas, où il y a seulement uniquement un stimulus tactile, et il va avoir des besoins augmentés en analgésique quand il va être soumis ultérieurement à des procédures douloureuses. Donc, d'où l'importance de bien prendre en charge la douleur chez les nouveau-nés. Donc, retenons que les effets ne sont pas à court terme, ne se limitent pas aux gestes douloureux ou au moment où l'enfant a mal. Ces effets persistent et auront une répercussion plus tard chez l'enfant. Il faut savoir et apprendre le temps et les moyens pour évaluer la douleur des nouveau-nés. C'est une tâche qui est compliquée parce que le nouveau-né, encore une fois, ne s'exprime pas. On a des moyens de reconnaître la douleur, des moyens qui ne sont pas spécifiques en observant l'enfant, sa fréquence cardiaque, respiratoire, tension artérielle, etc. Sa sudation, on a des signes indirects de douleur. Ce ne sont pas des signes spécifiques parce que ce sont des signes de stress. Mais il faut les prendre en considération. Ça peut être des signes de douleur. Il y a aussi les modifications de l'expression faciale du nouveau-né, modification de ses mouvements, les mouvements du corps, les pleurs de l'enfant. Ils sont plus spécifiques de douleur, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas toujours présents. Plus l'enfant est malade, plus le nouveau-né est sédaté ou en difficulté, moins il aura tendance à manifester, même sous le mode de l'expression du corps et du visage, les signes de douleur. Donc, ces outils sont là. Il faut les reconnaître, mais ils ne sont pas suffisants. C'est pour cela qu'il a été développé des échelles de reconnaissance et de quantification de la douleur chez les nouveau-nés. Il y a différentes échelles, vous les avez sur les diapos devant vous, qui s'adressent à des différents types de douleurs, à différents types de nouveau-nés en fonction de leur âge gestationnel. Et le choix de l'échelle doit dépendre de l'âge, bien sûr, mais il faut aussi que l'échelle qui est choisie soit adoptée par l'équipe et que l'équipe qui l'applique
soient familiarisés à l'utilisation de cette échelle. Il ne s'agit pas d'utiliser quelque chose de très complexe dont personne n'aura un usage correct ou dont l'usage ne sera pas reproductible. Il faut adopter une ou deux échelles d'évaluation de la douleur qui soient comprises par toutes et tous et qui soient enseignées et pour laquelle on sera familiarisés tous. Il faut que la douleur soit reconnue comme un signe vital. Elle doit être notée, diagnostiquée et enregistrée sur les fiches de l'enfant. Comme tous les autres signes vitaux, il faut qu'il y ait une case douleur et il faut qu'elle soit remplie par les soignants pour qu'elle soit mieux prise en charge et mieux évaluée et mieux prise en charge. Donc, c'est un signe vital, il faut le prendre en considération. Comment on peut prendre en charge la douleur des enfants, des nouveau-nés? De quelle technique on dispose? D'abord, avant de penser aux analgésiques, à l'analgésie, il faut essayer de réduire le nombre de procédures douloureuses chez le nouveau-né, ça c'est le B.A.B.A. Ne pas trop stimuler l'enfant, ne pas trop le solliciter quand on n'a pas besoin des besoins importants de le faire. Il faut essayer de réduire la fréquence des prélèvements et des procédures non nécessaires. Il faut essayer d'avoir recours à des machines qui permettent des analyses à travers des méthodes de prélèvement peu invasives ou à travers des appareils de mesure transcutanés qui vont faciliter la tâche, par exemple pour la PO2, la saturation, la PCO2, la bilirubine, etc. Et il faut essayer de penser à mettre des cathéters centraux quand on a besoin de plusieurs prélèvements sanguins chez un nouveau-né, surtout à faire le même jour. Et essayer d'utiliser des techniques d'analgésie non invasive dont on va parler tout à l'heure. Il y a les techniques, donc l'approche de l'enfant, à l'aborder le moins possible avec des techniques les moins invasives possibles. Et puis, il y a les approches actives pour traiter la douleur. Nous avons les techniques non pharmacologiques et il faut les connaître, il faut les appliquer, il ne faut pas les mettre de côté, elles sont utiles. Elles sont utiles surtout quand les douleurs sont légères ou modérées. Ce sont les douleurs auxquelles sont soumis la plupart des nouveau-nés, les ponctions au talon, les ponctions veineuses, les injections, etc. Il faut accorder une importance majeure à l'utilisation du sucrose et du glucose comme un moyen analgésique utile et efficace chez le nouveau-né, même chez le prématuré. C'est une méthode efficace à condition qu'elle soit utilisée de la bonne façon, c'est-à-dire 2 minutes avant la procédure douloureuse ou source de douleur, donner le sucre ou le glucose à l'enfant et continuer à le donner jusqu'à 2 minutes après la fin du geste. Il faut savoir que le sucrose, son effet dure à peu près 4 minutes. Si la douleur va durer plus longtemps, la douleur de nos procédures va durer plus longtemps, il est parfois nécessaire de redonner une deuxième ou une troisième dose de glucose ou de sucrose. L'allaitement maternel est utile, aussi utile que le glucose ou le sucrose. C'est utile pour diminuer la douleur de l'enfant au moment du soin. C'est vrai que ce n'est pas très pratique tout le temps, surtout quand le nouveau-né est en détresse et surtout quand il est intubé, il ne va pas être alimenté et donc non allaité. Mais pensons tous à l'allaitement maternel au moment de la procédure douloureuse, de la pose de perfusion ou de prise de ponction veineuse ou de ponction au talon. La position de l'enfant peut soulager sa douleur en emmaillotant l'enfant, la méthode kangourou dont nos collègues ont parlé tout à l'heure, le pot à pot, les massages, le bercement, la stimulation sensorielle du nouveau-né pendant le geste vont être des facteurs qui vont diminuer la douleur du nouveau-né. Et bien sûr, il y a les moyens pharmacologiques. Je ne vais pas en parler dans le détail, vous avez tout ça devant vous. Nous avons d'abord les anesthésiques topiques, entre autres la crème EMLA qu'on connaît tous, qui a ses indications, qui a ses limitations. Elle est indiquée pour les douleurs superficielles surtout. Les anesthésiques locaux qui sont plus efficaces que la crème anesthésique dont l'effet s'arrête à 2 mm de la peau, utile quand on fait des ponctions lombaires, quand on pose des cathéters par voie transcutanée. Nous avons les médicaments comme le paracétamol qui doit être utilisé dans les douleurs légères à modérées et les gestes douloureux de façon légère ou modérée sont nombreux, ne pas omettre d'utiliser ce médicament. Les anti-inflammatoires sont peu utilisés parce qu'ils ont certains effets secondaires, ils sont utilisés dans d'autres indications que la douleur. Bon, je les cite juste comme ça. Il y a les opiacés, les dérivés de la morphine, le fentanyl et autres, qu'il faut utiliser chez certains nouveau-nés pour les gestes douloureux, comme par exemple la pose de cathéter, de drain, les circoncisions, etc. Ils ont un effet sédatif et ils ont une analgésie qui dure un peu au-delà du geste opératoire. Donc, ne pas
hésiter à avoir recours à ces médicaments. On va en parler un peu plus tard dans la pratique. Et puis, il y a les sédatifs non opioïdes qui ont aussi leur utilité chez certains enfants dans certaines procédures qu'il faut savoir utiliser. Donc, vous avez une gradation de méthodes pharmacologiques analgésiques qui sont adaptées à certaines situations plus qu'à d'autres et qu'il faut savoir utiliser et ne pas négliger, ne pas passer outre. Elles sont très utiles dans la pratique courante en néonatologie. La deuxième partie de ma présentation va s'adresser à l'étude clinique qui a été faite par ma collègue Ingrid. Et c'est une enquête qui a été faite auprès d'infirmières en néonatologie et de résidents en pédiatrie. La population qui a été étudiée s'est faite de 94 personnes, dont 66 infirmières en néonatologie et 28 résidents en pédiatrie qui donc ont leur rotation en néonatologie. Ces infirmières et résidents sont répartis sur plusieurs hôpitaux, dont 3 hôpitaux universitaires, et 7 hôpitaux non universitaires. Alors, l'enquête a porté sur plusieurs paramètres. On s'est intéressé au caractère sociodémographique donc de la population étudiée, des gens qui ont été sondés et qui ont rempli l'enquête, sur la perception de la douleur, du phénomène de douleur chez les enfants, sur leur connaissance et sur la pratique. Vous avez à droite de la diapositive la population, donc infirmières 2 tiers, résidents 1 tiers ou un peu moins. On a donc essayé de voir si entre personnel marié et non marié il y avait une différence. L'expérience, les moins de 5 ans, les plus de 5 ans d'expérience, il y avait une différence dans leur perception, dans leur connaissance. Ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, les plus âgés, les moins âgés, les hommes et les femmes. Tout cela pour essayer de dégager des différences ou des profils qui sont plus rodés ou moins rodés à la prise en charge de la douleur. Alors, pour ce qui est de la perception, en fait, on a posé des questions pour est-ce que les soignants sont au courant de l'existence de mesures de gestion de la douleur dans l'absolu? Est-ce qu'ils ont eu une formation dans le courant de leurs études universitaires ou dans leur pratique hospitalière? Est-ce qu'ils ont connaissance de l'existence de protocoles écrits dans le service dans lequel ils travaillent? Est-ce qu'ils ont recours aux mesures de gestion de la douleur? Est-ce qu'ils jugent ces mesures efficaces? Est-ce qu'il leur arrive de proposer des mesures antalgiques aux nouveau-nés, de proposer cela aux médecins qui sont eux les prescripteurs? Est-ce que leurs propositions sont prises en charge par les prescripteurs ou pas? Et vous avez à droite le pourcentage. Il y a malheureusement donc des chiffres qui sont bas. Je pense surtout à la proposition d'analgésie aux médecins. Très peu de soignants osent proposer aux médecins l'utilisation d'analgésiques chez les nouveau-nés, osent ou ont le loisir de le faire, je ne sais pas. Et malheureusement, souvent, ces propositions ne sont pas prises en charge par les médecins prescripteurs. Donc, il y a beaucoup de lacunes à faire, déjà dans le fait de savoir s'il y a des protocoles ou pas, ou d'agir pour améliorer la prise en charge de la douleur. Pour ce qui est des connaissances sur la douleur, beaucoup de questions sur la physiologie de la douleur ont été posées. Vous avez à droite les pourcentages de bonnes réponses. J'insiste en rouge sur le fait que les signes vitaux n'ont pas été identifiés comme étant d'importants prédicateurs de l'intensité de la douleur. Et le point positif, c'est que beaucoup de soignants, une grande majorité, estiment que l'évaluation continue de la réponse thérapeutique est nécessaire, de la thérapeutique de la douleur, des antalgiques, est nécessaire pour la bonne prise en charge de la douleur. Je ne vais pas passer dans le détail, vous les avez devant vous, on pourra vous les donner si vous voulez un peu plus tard, je ne vais pas prolonger la présentation. Deuxième partie de l'enquête, c'est sur les méthodes d'analgésie chez les nouveau-nés, les connaissances en matière de méthodes d'analgésie. Est-ce que les soignants qui sont censés manipuler ou prescrire, par exemple les résidents, les méthodes d'analgésie de nouveau-nés, est-ce qu'ils sont au courant des méthodes non pharmacologiques, des méthodes pharmacologiques, des différentes molécules ou techniques utilisées comme antalgique chez le nouveau-né, et on constate que les chiffres sont loin d'être parfaits, notamment pour ce qui est de l'utilisation d'anesthésie locale, etc. Donc les meilleurs chiffres sont pour la succion non nutritive, la tétine, le pouce, etc. On a de bons chiffres, mais pour le reste, on est encore loin du compte. Troisième partie de l'enquête, c'est la connaissance des effets secondaires des antalgiques.
un des grands obstacles pour l'utilisation des antalgiques chez les nouveau-nés, c'est la mauvaise connaissance des effets et des effets secondaires des antalgiques. Et là, on voit qu'en fait, qu'il y a beaucoup de lacunes, notamment pour ce qui est de l'utilisation des opioïdes, les effets secondaires des opioïdes, etc. On a tendance à surestimer beaucoup les effets secondaires des opioïdes, et donc cela fait que nous avons tendance, résidents et soignants, à ne pas les prescrire ou à ne pas les utiliser de peur de leurs effets secondaires, et c'est dommage. Voilà le score obtenu par les soignants pour ce qui est des connaissances. Donc, sur la physiologie, sur 15 points, la moyenne est de 9 sur 15, donc c'est un peu plus que la moyenne. Sur les méthodes d'analgésie, on est à 7 sur 10, c'est pas mal. Par contre, pour les effets secondaires, on est à 3 ou à 2,5 sur 8, ce qui est assez mauvais. Pour ce qui est le taux de bonne réponse, sur la physiologie, on a 55% de bonnes réponses. Pour les méthodes d'analgésie, 65% de bonnes réponses. Et pour les effets secondaires, 28% de bonnes réponses. Donc, on est loin du compte. On aurait aimé avoir de meilleurs chiffres pour une meilleure prise en charge de la douleur. Cette diapositive est un peu chargée. Elle met à gauche les scores de douleur tels qu'ils sont estimés par les soignants. On a demandé pour plusieurs gestes pratiqués en néonatologie aux soignants à combien vous estimez le score de douleur de 0 à 10 de tel ou tel ou tel ou tel geste. Donc, ils ont mis 0 jusqu'à 10. Et on voit par exemple que pour des gestes qui sont jugés très douloureux, comme par exemple la ponction lombaire, l'insertion du drain thoracique, l'intubation endotrachéale et la circoncision, on a à droite là, les types d'analgésie, où l'analgésie est utilisée ou pas, la fréquence d'utilisation des analgésies. Vous voyez en bleu clair, à gauche de la partie droite de la diapositive, quand le fait de ne jamais utiliser d'antalgique. La proportion où on n'a jamais utilisé d'antalgique, c'est quand même beaucoup. Même pour des gestes très douloureux comme la ponction vésicale, 60% ou 65% des soignants n'utilisent pas d'analgésie pour cette méthode, pour cette ponction-là. Pour les ponctions lombaires, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même, ça reste quand même beaucoup. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de cas ou beaucoup de pourcentages de non-utilisation d'analgésique pour des procédures jugées très algiques ou très douloureuses. Donc ça, c'est une lacune, de grosses lacunes qu'il va falloir combler. Monsieur Torbet, je me permets juste de vous couper pour vous dire qu'il vous reste 1 minute, sinon on va vraiment être trop en retard. Je suis désolée, merci. La différence entre les connaissances ou la perception entre résidents et infirmières montre que les soignants, les infirmiers ou infirmières ont de meilleures connaissances sur les mesures, sur les échelles d'évaluation de la douleur, et ils ont eu une meilleure formation au cours de leurs études et de leur pratique quotidienne que les résidents. C'est à prendre en considération. Donc, ils lisent plus les échelles de la douleur. Ils ont plus souvent recours aux mesures de la gestion de la douleur. Pas de différence entre les infirmiers et résidents des hôpitaux universitaires et non universitaires. Et pour ce qui est des niveaux d'expérience, les personnes qui étaient plus expérimentées en nombre d'années d'exercice avaient donc de meilleurs scores que les personnes qui étaient moins expérimentées, et ça se comprend, et il faut quand même essayer d'agir là-dessus, parce que beaucoup de personnel, surtout pour les infirmiers et les résidents, n'ont pas beaucoup d'années d'expérience, donc il faut travailler sur ces points-là. Donc en conclusion, les infirmiers et résidents ont eu un bon niveau de connaissance globale relativement, mais il y a beaucoup de renforcement à faire, il y a des lacunes qu'il faut savoir identifier et pallier. Les moyens mis en place sont déficitaires par rapport aux connaissances des soignants, c'est important. Il faut accorder une plus grande importance au protocole écrit et aux formations dans les services hospitaliers. Ça reste quand même quelque chose de très peu pratiqué et de très peu courant dans les services hospitaliers au Liban. Il faut mettre un système d'éducation continue, un suivi rapproché, et il faut aussi penser à mettre en place un champion de douleur, c'est-à-dire une personne qui soit une personne référente, qui rappelle à tout le monde l'importance de l'évaluation et du traitement de la douleur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Torbet. C'est vraiment très intéressant. Je pense que vous avez raison dans le constat que malheureusement, malgré la bonne volonté et les efforts de tous, on a encore des enfants qui ont mal en néonat et qu'il faut mettre encore plus d'efforts sur cette question, parce que depuis les travaux de monsieur Anand, on sait maintenant les effets délétères que peut avoir la douleur, et à court terme, et puis vous l'avez bien rappelé aussi à long terme, et peut-être que de rappeler ces effets sur le long terme, c'est ça qui peut aussi peut-être faire bouger les choses dans les services de néonat. Et voilà, tous ces nouveau-nés qu'on a dans le service, c'est des adultes en devenir, et c'est
c'est des adultes qui peuvent garder des traces de cette douleur. Alors, on n'a pas de questions sur le chat. Je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez poser des questions sur le chat. Donc, je remercie le Dr Torbet.